À la croisée des mondes, la tour des anges. Chapitre 1. Le chat et les marronniers. Will tira sa mère par la main en disant Allez, viens, viens. Mais sa mère traînait les pieds. Sa peur ne s'était pas dissipée. Will balaya du regard la rue étroite, baignée de la lumière du crépuscule et bordée de petites maisons toutes semblables, chacune derrière son jardinet et sa haie de buis. Les derniers rayons du soleil se reflétaient sur les fenêtres, d'un côté de la rue, et laissaient l'autre côté dans l'ombre. Le temps était compté. Les gens devaient être à table à cette heure, et bientôt des enfants envahiraient les parages, des enfants curieux et bavards à qui rien n'échapperait. Il était dangereux d'attendre, mais Will ne pouvait rien faire d'autre que de convaincre sa mère, comme toujours. Viens, maman, allons voir Madame Cooper. Regarde, nous sommes presque arrivés. Madame Cooper dit sa mère d'un air de doute. Mais déjà Will sonnait à la porte. Pour cela, il dut poser le sac, car dans son autre main, il tenait toujours celle de sa mère. À 12 ans, il aurait pu avoir honte d'être vu en train de donner la main à sa mère, mais il savait ce qui arriverait s'il ne le faisait pas. La porte s'ouvrit, laissant apparaître la silhouette âgée et voûtée du professeur de piano, entouré de cette odeur d'eau de lavande dont Will avait gardé le souvenir. Qui est-ce? C'est toi, William? Dit la vieille femme. Il y a plus d'un an que je ne t'ai pas vu. Qu'est-ce qui t'amène? Laissez-moi entrer, s'il vous plaît. Je suis avec ma mère, déclara-t-il d'un ton ferme. Madame Cooper observa cette femme aux cheveux sales et au petit sourire absent, et le jeune garçon aux lèvres pincées et au menton volontaire, une lueur farouche et sombre dans le regard. Elle constata alors que Madame Paris, la mère de Will, ne s'était maquillée qu'un œil, sans s'en apercevoir. Will n'avait rien remarqué, lui non plus. Quelque chose n'allait pas. Soit, dit-elle en s'écartant pour les laisser entrer dans le vestibule étroit. Will jeta un regard des deux côtés de la rue avant de refermer la porte, et Madame Cooper vit avec quelle énergie Madame Paris s'accrochait à la main de son fils, et avec quelle tendresse celle-ci l'entraînait vers le salon, là où se trouvait le piano. Évidemment, c'était l'unique pièce qu'il connaissait. Elle remarqua également que les vêtements de Madame Paris sentaient légèrement le moisi, comme s'ils étaient restés trop longtemps à l'intérieur de la machine à laver, avant d'être mis à sécher, et aussi à quel point ils se ressemblaient tous les deux, la mère et le fils, assis sur le canapé, le visage éclairé par le soleil couchant, avec leurs pommettes saillantes, leurs grands yeux et leurs sourcils noirs tout droits. Eh bien, William, demanda la vieille dame, que se passe-t-il? Ma mère a besoin d'être hébergée quelques jours, expliqua-t-il. C'est trop difficile de s'occuper d'elle à la maison en ce moment. Attention, je n'ai pas dit qu'elle était malade. Elle est juste un peu désorientée, et elle se fait du souci. Vous verrez, ce n'est pas dur de s'en occuper. Elle a simplement besoin qu'on soit gentil avec elle, et je me suis dit que ça ne vous poserait sûrement pas de problème. Pendant ce temps, Madame Paris regardait son fils en donnant l'impression de ne pas comprendre ce qu'il disait, et Madame Cooper aperçut un hématome sur sa joue. Will, lui, n'avait pas quitté la vieille femme des yeux, et un immense désespoir se lisait sur son visage. Elle ne vous coûtera pas cher, ajouta-t-il. J'ai apporté de la nourriture, suffisamment, je pense. Vous pourrez même vous servir, elle sera ravie de partager avec vous. Mais je ne sais pas si... Ne devrait-elle pas consulter un médecin? Non, elle n'est pas malade. Il y a bien quelqu'un qui pourrait... Enfin quoi, n'y a-t-il pas un voisin ou un membre de la famille qui... On n'a pas de famille. On n'est que tous les deux. Et les voisins ont trop à faire. Et les services sociaux? Je ne cherche pas à vous mettre à la porte, Will, mais... Non, non, elle a juste besoin d'un peu d'aide. Je ne pourrai pas m'occuper d'elle pendant quelque temps, mais ce ne sera pas long. Je serai bientôt de retour et je la ramènerai à la maison. C'est promis. Elle ne vous encombrera pas longtemps. La mère regardait son fils avec une telle foi, et celui-ci, quand il se retourna vers elle, lui sourit avec tellement d'amour et de sollicitude que Madame Cooper n'eut pas le cœur de refuser. Bon, dit-elle, en se tournant à son tour vers Madame Paris. Je suis sûre qu'on peut s'arranger pour un jour ou deux. Vous prendrez la chambre de ma fille, elle est partie en Australie. Elle n'en a plus besoin. Merci, dit Will, et il se leva comme s'il était pressé de s'en aller. Où vas-tu?
s'enquit madame Cooper. Je vais loger chez un ami, répondit-il. Je vous téléphonerai aussi souvent que possible. J'ai votre numéro. Tout ira bien. Sa mère le regardait d'un air hébété. Il se pencha vers elle pour l'embrasser avec maladresse. Ne t'en fais pas, dit-il. Madame Cooper s'occupera de toi bien mieux que moi, tu peux me croire. Je te téléphonerai dès demain. La mère et le fils s'étreignirent. Will l'embrassa de nouveau, puis détacha délicatement les bras de sa mère noués autour de son cou pour se diriger vers la porte. Madame Cooper vit qu'il était bouleversé. Ses yeux brillaient. Malgré tout, car on lui avait enseigné la politesse, il se retourna vers la vieille femme avant de sortir et lui tendit la main. Au revoir, dit-il, et merci infiniment. William, j'aimerais que tu m'expliques ce qui se passe. Oh, c'est un peu compliqué, mais je vous assure que ma mère ne vous causera aucun souci. Promis. La question n'était pas là, et ils le savaient bien l'un et l'autre. Mais d'une certaine manière, Will avait pris cette affaire en main tout seul. La vieille femme se dit qu'elle n'avait jamais vu un enfant animé d'une telle détermination. Will pivota sur ses talons en imaginant déjà la maison vide. La rue où Will vivait avec sa mère formait une boucle dans un lotissement moderne composé d'une dizaine de pavillons identiques. Le leur était sans doute le plus miteux. Le jardin devant la maison n'était qu'un fouillis de mauvaises herbes. Sa mère avait certes planté quelques arbustes au début de l'année, mais ils avaient vite dépéri, puis étaient morts par manque d'eau. Au moment où Will tournait au coin de la rue, Moxie, son chat, jaillit de sa cachette préférée sous l'hortensia encore vivant et s'étira langoureusement, avant d'accueillir son maître par un petit miaulement en lui donnant des coups de tête dans les jambes. Will le prit dans ses bras et demanda à voix basse: Ils sont revenus, Moxie? Tu les as vus? La maison était silencieuse. Le voisin d'en face profitait des derniers rayons de soleil pour laver sa voiture, mais il ne prêta aucune attention à Will, et celui-ci évita de le regarder. Moins les gens s'intéressaient à lui, mieux c'était. Tenant Moxie contre lui, il ouvrit la porte avec sa clé et entra rapidement. Avant de reposer le chat, il tendit l'oreille. Il n'y avait aucun bruit. La maison était vide. Il ouvrit une boîte pour Moxie et ressortit de la cuisine pendant que le chat mangeait. Dans combien de temps l'homme allait-il revenir? Impossible à dire. Il avait donc intérêt à faire vite. Il grimpa au premier étage et commença à fouiller. Il était à la recherche d'une écritoire en cuir vert. C'était incroyable le nombre d'endroits où l'on pouvait cacher un objet de cette taille dans une maison moderne, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Pas besoin de panneaux dérobés ni de souterrains immenses. William commença par fouiller la chambre de sa mère, un peu gêné de fourrer son nez dans les tiroirs où elle rangeait sa lingerie, après quoi il inspecta de manière systématique toutes les autres pièces du premier étage, y compris sa propre chambre. Moxie était venu voir ce qu'il faisait. Il s'installa à proximité et entreprit de faire sa toilette, pour tenir compagnie à Will. Les recherches demeurèrent vaines. Entre-temps, la nuit était tombée, et Will avait faim. Il se fit cuire des haricots à la sauce tomate avec un toast grillé et s'installa à la table de la cuisine en se demandant dans quel ordre il allait fouiller les pièces du rez-de-chaussée. Alors qu'il finissait de manger, le téléphone sonna. Il se pétrifia, le cœur battant à tout rompre. Il compta. 26 sonneries, puis le téléphone se tut. Will alla déposer son assiette dans l'évier et reprit ses recherches. 4 heures plus tard, il n'avait toujours pas retrouvé l'écritoire en cuir vert. Il était 1h30 du matin et Will tombait de fatigue. Il s'allongea sur son lit, sans même se déshabiller, et s'endormit aussitôt, plongeant dans des rêves tourmentés. Le visage effrayé et triste de sa mère était omniprésent, si près qu'il aurait quasiment pu le toucher. Et presque immédiatement, lui sembla-t-il, bien qu'il ait dormi près de 3 heures, il se réveilla avec 2 certitudes. Premièrement, il savait maintenant où était caché l'écritoire. Deuxièmement, il savait que les hommes étaient au rez-de-chaussée de la maison, en train d'ouvrir la porte de la cuisine. Il déplaça Moxie, qui était couché contre lui, en faisant taire discrètement les protestations endormies du chat. Il balança ses pieds par terre et enfila ses chaussures. Chaque parcelle de son corps était tendue pour guetter les bruits venant d'en bas, des bruits à peine audibles. Une chaise que l'on soulève et déplace, un bref murmure, le craquement d'une latte du parquet.
Se déplaçant de manière plus silencieuse que les intrus, Will avança sur la pointe des pieds jusqu'à la pièce inutilisée au sommet de l'escalier. Il ne régnait pas une totale obscurité à l'intérieur de la maison, et dans la grisaille livide qui précède l'aube, il distinguait la vieille machine à coudre à pédales. Il avait inspecté cette pièce quelques heures plus tôt, entièrement, mais il avait négligé le casier sur le côté de la machine, là où l'on rangeait les accessoires et les bobines de fil. Il fit glisser ses doigts à la surface, délicatement, tout en continuant à tendre l'oreille. Les hommes se déplaçaient au rez-de-chaussée, et Will apercevait le long de la porte une faible lumière tremblotante qui provenait sans doute d'une lampe électrique. Ayant enfin trouvé le fermoir du casier, il l'ouvrit avec un petit bruit sec, et comme il l'avait deviné, l'écritoire en cuir était là. Et maintenant, que faire? Rien pour le moment. Il entendit un des hommes dire d'une voix calme: Dépêche-toi, j'entends le laitier au bout de la rue. Il n'y a rien ici, dit l'autre voix. Va falloir jeter un coup d'œil là-haut. Vas-y alors, perds pas de temps. Will rassembla ses forces en entendant le craquement discret de la dernière marche de l'escalier. L'homme ne faisait aucun bruit, mais il ne pouvait éviter les grincements auxquels il ne s'attendait pas. Il y eut ensuite un moment de silence. Un faisceau de lumière très étroit balaya le sol derrière la porte. Will l'aperçut dans l'interstice, puis la porte s'ouvrit. Will attendit que la silhouette de l'homme apparaisse dans l'encadrement, et à ce moment-là, il jaillit de l'obscurité, percutant l'intrus en plein ventre. Ni l'un ni l'autre n'avait vu le chat. Alors que l'homme atteignait le haut de l'escalier, Moxie était sorti silencieusement de la chambre et, la queue dressée, s'était approché de lui pour se frotter contre ses jambes. L'homme n'aurait eu aucun mal à maîtriser Will car il était entraîné, robuste et vif, mais le chat s'était mis sur son chemin et, en voulant reculer, l'intrus trébucha sur l'animal. Poussant un cri de surprise, il dégringola l'escalier à la renverse et sa tête vint heurter violemment la table du vestibule. Will entendit un craquement sinistre, mais il ne prit pas le temps de s'interroger. Il dévala l'escalier, en sautant par-dessus l'homme recroquevillé au pied des marches, et dont tout le corps tressaillait. Il s'empara du vieux cabas tout déchiré posé sur la table, franchit la porte de la maison, et prit la poudre d'escampette avant même que le deuxième homme, abasourdi, n'ait eu le temps de sortir du salon. Malgré sa frayeur, Will se demandait pourquoi le deuxième homme ne s'était pas mis à crier dans la rue et n'avait même pas pris la peine de le pourchasser. Mais il savait qu'il n'allait pas tarder à le traquer, avec leur voiture et leur téléphone portable. Il n'y avait qu'une seule chose à faire, courir, le plus loin et le plus vite possible. Il vit la camionnette électrique du laitier s'engager dans la rue. Ses phares projetaient une lumière blafarde dans la lueur de l'aube qui déjà envahissait le ciel. Will sauta par-dessus la clôture du jardin voisin, emprunta l'étroit passage le long de la maison, escalada le muret du jardin suivant, traversa une pelouse humide de rosée, franchit la haie pour s'engouffrer dans l'enchevêtrement de broussailles et d'arbustes entre le lotissement et la route, et là, essoufflé et tremblant, trouva refuge sous un buisson. Il était encore trop tôt pour s'aventurer sur la route, songea-t-il, mieux valait attendre l'heure de pointe. Will ne parvenait pas à chasser de ses pensées le craquement qui s'était produit lorsque la tête de l'homme avait heurté la table, ni l'étrange inclinaison de sa nuque ou les tressaillements effroyables de ses membres. L'homme était mort. Il l'avait tué. Impossible de se défaire de cette idée, et pourtant il le fallait. Il avait déjà un tas de préoccupations, à commencer par sa mère. Serait-elle véritablement en sécurité là où elle était? Madame Cooper saurait-elle tenir sa langue, même si Will ne revenait pas la chercher comme il l'avait promis? Car il ne pouvait plus revenir maintenant qu'il avait tué quelqu'un. Et Moxie, qui le nourrirait? Se demanderait-il où ils étaient passés tous les deux? Essaierait-il de les retrouver? Peu à peu, le jour se levait. Il faisait suffisamment clair maintenant pour inspecter le contenu du cabas. Celui-ci contenait le porte-monnaie de sa mère, la dernière lettre envoyée par l'avocat, la carte routière du sud de l'Angleterre, de petites tablettes de chocolat, du dentifrice, des chaussettes et des slips de rechange, et l'écritoire en cuir vert. Il ne manquait rien, tout se déroulait comme prévu, sauf qu'il avait tué quelqu'un. Will avait 7 ans lorsqu'il avait découvert que sa mère était différente des autres, et qu'il devait donc s'occuper d'elle. Ils étaient au supermarché ce jour-là, et ils jouaient à un jeu.
Ils avaient le droit de mettre un article dans le caddie seulement quand personne ne regardait. Will était chargé de faire le guet et de murmurer: C'est bon. Sa mère s'emparait alors d'une boîte de conserve ou d'un paquet sur les rayonnages et les posait discrètement dans le caddie. Dès que les articles étaient dans le chariot, ils étaient à l'abri car ils devenaient invisibles. C'était un chouette jeu, et qui dura longtemps, car on était samedi matin et le supermarché était plein. Mais Will et sa mère étaient doués. Ils formaient une bonne équipe tous les deux. Ils avaient confiance l'un dans l'autre. Will aimait beaucoup sa mère, et il le lui disait souvent. Sa mère lui disait qu'elle l'aimait énormément, elle aussi. Au moment d'arriver à la caisse, Will était tout excité et heureux, car ils avaient presque gagné. Sa mère ne trouvait plus son sac à main. Cela aussi faisait partie du jeu. Elle affirma que les ennemis le lui avaient sans doute volé. Mais Will était fatigué maintenant. Il avait faim, et sa mère ne s'amusait plus. Elle était réellement terrorisée. Et ils firent le tour de tous les rayons du magasin pour remettre les articles à leur place. Mais cette fois-ci, ils durent redoubler de prudence car les ennemis les suivaient à la trace en se servant des numéros de la carte de crédit de sa mère qu'ils connaissaient parce qu'ils avaient volé son sac à main. Will avait de plus en plus peur, lui aussi. Il comprenait combien sa mère avait été rusée en transformant ce véritable danger en jeu pour qu'il ne s'inquiète pas. Mais maintenant qu'il connaissait la vérité, il devait faire semblant de ne pas avoir peur, afin de la rassurer à son tour. Ainsi, le petit garçon continua à faire comme si c'était toujours un jeu, pour que sa mère ne s'inquiète pas en pensant qu'il avait peur, et ils rentrèrent chez eux sans avoir fait de course, mais en ayant échappé à leurs ennemis. Will découvrit le sac à main sur la petite table dans l'entrée. Le lundi, ils allèrent à la banque pour fermer le compte de sa mère, et ils en ouvrirent un autre ailleurs, pour plus de sûreté. Tout danger était maintenant écarté. Mais au cours des mois qui suivirent, Will s'aperçut peu à peu, et malgré lui, que les fameux ennemis de sa mère n'existaient pas dans le monde réel, mais seulement dans son esprit. Cela ne les rendait pas moins présents, moins effrayants ou dangereux. Cela signifiait simplement qu'il devait la protéger encore mieux. À partir de ce jour, au supermarché, où il avait compris qu'il devait faire semblant de jouer le jeu pour ne pas inquiéter sa mère, Will demeurait attentif à ses angoisses en permanence. Il l'aimait tant qu'il aurait donné sa vie pour la protéger. Quant au père de Will, il avait disparu bien avant que Will puisse conserver un souvenir de lui. Il nourrissait à son sujet une curiosité passionnée et bombardait sa mère de questions auxquelles la plupart du temps elle ne pouvait répondre. C'était un homme riche? Il est parti où? Pourquoi est-il parti? Il est mort? Il va revenir un jour? À quoi ressemblait-il? Cette dernière question était la seule à laquelle elle pouvait apporter une réponse. John Parry était un bel homme, un officier des Royal Marines, courageux et intelligent, qui avait quitté l'armée pour devenir explorateur et conduire des expéditions dans les endroits les plus reculés du globe. Will frémissait de plaisir en entendant cela. Aucun père ne pouvait être plus fascinant qu'un explorateur. Dès lors, dans tous ses jeux, il posséda un compagnon invisible. Son père et lui se frayèrent un chemin dans la jungle, debout sur le pont de leur goélette. Ils mettaient leurs mains en visière pour scruter l'horizon au milieu d'une mer déchaînée. Ils brandissaient des torches pour déchiffrer de mystérieuses inscriptions dans une caverne infestée de rats. Ils étaient les meilleurs amis du monde. Ils ne comptaient plus le nombre de fois où ils s'étaient sauvés mutuellement la vie. Ils riaient et bavardaient devant des feux de camp jusque tard dans la nuit. Mais, à mesure qu'ils grandissaient, Will s'interrogeait de plus en plus. Pourquoi n'existait-il aucune photo montrant son père dans tel ou tel endroit du globe, en compagnie d'hommes à la barbe gelée sur des traîneaux dans l'Arctique, ou en train d'examiner des ruines couvertes de plantes grimpantes dans la jungle? Ne restait-il donc rien des trophées et des curiosités qu'il avait certainement rapportés à la maison? N'y avait-il aucun livre qui parlât de lui? Sa mère l'ignorait, mais une des choses qu'elle lui avait dites était restée ancrée dans l'esprit de Will. Un jour, lui avait-elle dit, tu suivras les traces de ton père. Tu seras un grand homme, toi aussi. Tu reprendras son flambeau. Et même si Will ne comprenait pas ce que signifiait cette expression, il en devinait le sens général, et il se sentait stimulé par un sentiment de fierté et de détermination. Tous ces jeux imaginaires allaient devenir réalité. Son père était vivant, perdu quelque part dans la nature sauvage.
Il irait le sauver et il reprendrait son flambeau. Ça valait le coup de mener une existence difficile, quand on avait devant soi un but aussi formidable. C'est pourquoi il protégeait le sombre secret de sa mère. À certains moments, elle était plus calme, plus lucide, et il en profitait pour apprendre à faire les courses et la cuisine, à entretenir la maison, afin de pouvoir s'en charger quand elle replongeait dans des états de frayeur et de confusion mentale. Il apprit également à se cacher, à passer inaperçu à l'école, à ne pas attirer l'attention des voisins, même quand la folie de sa mère la rendait quasiment incapable de s'exprimer. Ce que redoutait Will par-dessus tout, c'était que les autorités ne découvrent la vérité au sujet de sa mère et ne l'emmènent pour la placer dans une maison avec des inconnus. Mieux valait affronter toutes sortes de difficultés, car parfois les ténèbres abandonnaient son esprit et elle retrouvait sa joie de vivre. Elle se moquait des peurs et bénissait son fils qui savait si bien s'occuper d'elle. Elle débordait à ce point d'amour et de tendresse dans ces moments-là que Will ne pouvait imaginer meilleur compagnon. Et son vœu le plus cher était de vivre avec elle pour toujours. Hélas, les hommes étaient arrivés. Ce n'étaient pas des policiers, ils n'appartenaient pas aux services sociaux, et ce n'étaient pas non plus des criminels, du moins autant que Will put en juger. Ils refusèrent de lui expliquer ce qu'ils voulaient malgré tous ses efforts pour les chasser. Il ne voulait parler qu'à sa mère. Or, son état mental était fragile à ce moment-là. Il colla son oreille à la porte et il les entendit poser des questions sur son père. Sa respiration s'accéléra. Les hommes voulaient savoir où était son mari, John Parry, et s'il lui avait envoyé quelque chose. Quand avait-elle reçu de ses nouvelles pour la dernière fois? Avait-il eu des contacts avec une ambassade étrangère? Il fit irruption dans la pièce et leur ordonna de partir. Il avait l'air si féroce, sans doute parce que malgré son jeune âge, aucun des deux hommes n'osa rire. Pourtant, ils auraient pu aisément l'envoyer au tapis ou le clouer au mur d'une seule main, mais Will ignorait le danger et sa colère était comme un venin mortel. Alors ils s'en allèrent. Naturellement, cet épisode ne fit que renforcer la conviction de Will. Son père était dans de sales draps, quelque part dans le monde, et lui seul pouvait lui venir en aide. Ses jeux n'avaient plus rien d'enfantin, et d'ailleurs il ne jouait plus d'un cœur aussi léger. L'imaginaire étant devenu réalité, il devait se montrer digne de sa mission. Peu de temps après, les hommes revinrent, car, affirmèrent-ils, la mère de Will avait quelque chose à leur dire. Ils revinrent alors que Will était à l'école, et l'un d'eux discuta avec sa mère au rez-de-chaussée, pendant que l'autre fouillait les chambres. Elle ne se rendit compte de rien. Mais en rentrant à la maison plus tôt que prévu, Will les prit sur le fait. De nouveau, il les invectiva, et de nouveau, les deux hommes s'en allèrent, sans insister. Apparemment, il savait que, par peur de remettre sa mère entre les mains des autorités, Will ne préviendrait pas la police. Ils devinrent de plus en plus pressants. Finalement, ils s'introduisirent dans la maison par effraction, pendant que Will était parti chercher sa mère au parc. L'état de celle-ci s'était aggravé. Elle éprouvait désormais le besoin irrésistible de toucher toutes les lattes de tous les bancs disposés autour de l'étang. Will lui donnait un coup de main pour en finir plus vite. De retour chez eux, ils virent l'arrière de la voiture des deux hommes s'éloigner dans la rue, et en entrant, Will s'aperçut qu'ils avaient fouillé toute la maison et inspecté presque tous les tiroirs et placards. Il comprit alors ce qu'il cherchait. L'écritoire en cuir vert était le bien le plus précieux de sa mère. Jamais il n'aurait songé à regarder à l'intérieur. Et d'ailleurs, il ignorait où elle la rangeait. Mais il savait qu'il contenait des lettres. Il savait qu'elle les lisait parfois en pleurant, et qu'après généralement elle lui parlait de son père. Will en conclut que c'était cela que cherchaient ces deux inconnus, et se dit qu'il devait agir. Pour commencer, il décida de placer sa mère en lieu sûr. Il avait beau se creuser la cervelle, il n'avait aucun ami vers qui se tourner. Quant aux voisins, il commençait à se méfier. La seule personne qui lui semblait digne de confiance était Madame Cooper, le professeur de piano. Une fois sa mère à l'abri, il chercherait l'écritoire en cuir vert, inspecterait son contenu et se rendrait ensuite à Oxford où il pourrait trouver les réponses à quelques-unes de ses questions. Mais les hommes étaient revenus trop tôt, et voilà qu'il en avait tué un. Résultat, il aurait maintenant la police aux trousses, par-dessus le marché. Heureusement, Will était très doué pour passer inaperçu. Il l'avait toujours fait.
Il devrait plus que jamais se rendre invisible et le rester aussi longtemps que possible, jusqu'à ce qu'il retrouve son père ou que les autres le retrouvent. S'il le retrouvait les premiers, alors il vendrait chèrement sa peau. Plus tard, ce jour-là, vers minuit, Will quittait à pied la ville d'Oxford à une soixantaine de kilomètres de là. Il tombait de fatigue. Il avait fait du stop, pris 2 bus et marché, pour finalement atteindre Oxford sur le coup de 6 heures du soir, trop tard pour faire ce qu'il avait projeté. Il avait dîné dans un Burger King, était entré dans un cinéma pour se cacher. Il n'aurait su dire quel était le film projeté car il l'avait oublié immédiatement. Et maintenant, il marchait le long d'une route sans fin, à travers la banlieue, en direction du nord. Jusqu'à présent, nul n'avait fait attention à lui. Malgré tout, il sentait qu'il ferait mieux de trouver rapidement un endroit pour dormir, car plus la nuit avançait, plus il risquait de se faire remarquer. Hélas, il était impossible de se cacher dans les jardins des maisons cossues qui bordaient cette route, et rien n'indiquait qu'il approchait de la rase campagne. Il atteignit un grand rond-point où la route qui menait vers le nord traversait la rocade d'Oxford qui allait vers l'est et l'ouest. À cette heure tardive, il y avait peu de voitures. La route sur laquelle il avançait était calme. De jolies maisons se dressaient de chaque côté, en retrait, derrière de vastes étendues d'herbe. Sur le bord de la route, en lisière de l'herbe, étaient plantés 2 rangées de marronniers, d'étranges arbres coiffés de couronnes feuillues parfaitement symétriques, ressemblant plus à des dessins d'enfants qu'à de véritables arbres. Impression renforcée par les lampadaires qui conféraient à cette scène un aspect artificiel, comme un décor de théâtre. Ivre d'épuisement, Will aurait pu continuer à marcher vers le nord, ou bien s'allonger dans l'herbe sous un de ces marronniers et dormir, mais tandis qu'il essayait d'éclaircir ses pensées, arrêté au bord de la route, il vit soudain un chat. C'était un chat tigré, comme Moxie. Il sortait à pas feutrés d'un jardin, du côté de la route où se trouvait Will, qui posa son cabas et tendit la main. Le chat vint frotter sa tête contre lui, comme l'aurait fait Moxie. Certes, tous les chats faisaient la même chose. Malgré tout, Will fut submergé à cet instant par un sentiment de nostalgie si intense que les larmes lui brûlèrent les yeux. Le chat finit par s'éloigner. C'était la nuit. Il y avait tout un territoire à surveiller, des souris à chasser. Il traversa la route au petit trot, en direction des buissons juste derrière les marronniers, et là, il s'arrêta. Will, qui l'avait suivi des yeux, vit le chat se comporter de manière étrange. L'animal tendit la patte comme pour tapoter un objet flottant devant lui, une chose totalement invisible aux yeux de Will. Et tout à coup, le chat fit un bond en arrière, le dos arqué et les poils hérissés, la queue droite. Will connaissait bien le comportement des chats. D'un œil intéressé, il regarda le félin revenir vers ce même endroit. Une simple plaque d'herbe entre les marronniers et les buissons d'une haie de jardin, et recommençait à donner de petits coups de patte dans le vide. De nouveau, le chat fit un bond en arrière, mais moins brutalement, avec moins de frayeur cette fois. Après quelques secondes de reniflements, de coups de patte timides, de tressaillements de moustaches, la curiosité l'emporta sur la méfiance. Le chat s'avança et disparut. Will demeura bouche bée. Il se pétrifia près du tronc de l'arbre le plus proche lorsqu'un camion déboucha dans le virage et le balaya avec ses phares. Dès qu'il fut passé, Will traversa la route en gardant les yeux fixés sur cet endroit qui intriguait tant le chat. Ce n'était pas facile, car il n'y avait aucun point de repère. Malgré tout, lorsqu'il arriva sur place et examina attentivement les lieux, il vit cette chose, sous certains angles seulement. C'était comme si quelqu'un avait découpé un trou dans l'air, à environ 2 mètres du bord de la route, un bloc de forme plus ou moins carrée, de moins d'1 mètre de diamètre. Si vous vous teniez à la hauteur de la parcelle de vide, celle-ci était quasiment indécelable, et même totalement invisible vue de derrière. On ne pouvait la voir que du côté le plus proche de la route, et encore ce n'était pas chose aisée, car ce qu'on apercevait alors ressemblait exactement à ce qui se trouvait devant le trou, de ce côté-ci. Une plaque d'herbe éclairée par un lampadaire. Mais Will avait deviné, sans le moindre doute, que cette parcelle d'herbe de l'autre côté appartenait à un monde différent. Il n'aurait su dire pourquoi. Toutefois, il le comprit immédiatement, aussi sûrement que le feu brûlait et que la bonté faisait chaud au cœur.
Il contemplait un phénomène surnaturel. Et cette seule raison le poussa à se pencher en avant pour y regarder de plus près. Ce qu'il vit alors lui fit tourner la tête et battre le cœur plus fort. Mais il n'hésita pas un instant. Il fit d'abord passer son cabas, puis à son tour, il se faufila à travers ce trou dans l'étoffe du monde pour pénétrer dans un autre. Will se retrouva sous une rangée d'arbres. Ce n'étaient pas des marronniers, c'étaient des palmiers qui formaient une ligne au bord d'une étendue d'herbe, comme les arbres d'Oxford. Mais ils étaient plantés au centre d'un immense boulevard, de chaque côté duquel se succédaient cafés et petits commerces, tous éclairés de lumière vive, tous ouverts, tous totalement silencieux et déserts, sous un ciel chargé d'étoiles. Le parfum des fleurs et l'odeur salée de la mer saturaient l'air de la nuit. Will scruta les alentours. Derrière lui, la pleine lune éclairait les silhouettes lointaines de grandes collines boisées, au pied desquelles on apercevait des maisons entourées de jardins luxuriants, un immense parc parsemé de bosquets et les murs blancs, éclatants, d'un temple à l'architecture classique. À moins d'un mètre de lui, il y avait cette parcelle de vide dans l'atmosphère, aussi imperceptible de ce côté-ci que de l'autre, mais bien réelle néanmoins. Se penchant pour regarder à travers, Will aperçut la route d'Oxford, là-bas dans son monde à lui. Il détourna la tête en frissonnant. Quel que soit ce nouveau monde, il est forcément meilleur que celui que je viens de quitter, se dit-il. Habité par une sorte de vertige naissant, la sensation de rêver tout en étant réveillé, il se redressa et chercha du regard le chat, son guide. L'animal avait disparu. Sans doute était-il déjà parti explorer ces rues étroites et les jardins au-delà des cafés dont les lumières étaient si attirantes. Will souleva son vieux cabas déchiré et traversa lentement la route vers les cafés avec prudence, au cas où tout cela disparaîtrait brusquement. Il y avait assurément quelque chose de méditerranéen ou peut-être d'antillais dans cette atmosphère. N'ayant jamais quitté l'Angleterre, Will ne pouvait comparer cette ambiance à aucune autre, mais c'était le genre d'endroit où les gens venaient très tardivement dîner et boire, danser et écouter de la musique. Sauf que pour l'heure, il n'y avait pas âme qui vive dans les parages, et que le silence était écrasant. Au premier coin de la rue qu'il atteignit se trouvait un café, avec de petites tables vertes sur le trottoir, un compteur en zinc et un percolateur. Sur quelques tables traînaient des verres à moitié pleins. Dans un cendrier, une cigarette s'était consumée jusqu'au filtre, une assiette de risotto était posée à côté d'un panier contenant des petits pains durs comme du carton. Will prit une bouteille de limonade dans la glacière, derrière le comptoir, et hésita un instant avant de déposer une pièce d'une livre dans la caisse. À peine l'eut-il refermée qu'il la rouvrit, en songeant que l'argent qui s'y trouvait pourrait peut-être lui indiquer le nom de cet endroit. La monnaie locale s'appelait le corona, apparemment, mais il n'en apprit pas davantage. Il remit l'argent dans la caisse et ouvrit sa bouteille avec le décapsuleur fixé sur le comptoir, après quoi il ressortit du café et marcha dans la rue en tournant le dos au boulevard. De petites épiceries et boulangeries alternaient avec les bijouteries, les fleuristes et les portes masquées par des rideaux de perles qui s'ouvraient sur des maisons dont les balcons en fer forgé, chargés de fleurs, dominaient les trottoirs étroits. Le silence, ainsi enfermé, semblait encore plus profond. Les rues descendaient en pente douce et débouchèrent bientôt sur une grande avenue où d'autres palmiers se dressaient très haut dans le ciel. Les voûtes des frondaisons étincelaient dans la lumière des lampadaires. De l'autre côté de l'avenue, c'était la mer. Will se retrouva face à un port, abrité entre une digue à gauche et à droite, un promontoire sur lequel trônait un grand bâtiment orné de colonnes de pierre, d'un escalier monumental et de balcons sculptés, violemment éclairés par des projecteurs au milieu des arbres et des buissons en fleurs. Une ou deux barques mouillaient dans le port et au-delà de la digue, le scintillement des étoiles se reflétait sur une mer d'huile. La fatigue de Will n'était plus qu'un souvenir. Parfaitement réveillé désormais, il s'abandonnait à son émerveillement. En parcourant les rues étroites, il avait touché du bout des doigts un mur ou une porte en passant, ou bien des fleurs dans une jardinière sur un bord de fenêtre, pour se convaincre de leur réalité. Maintenant, il aurait voulu toucher également tout le paysage qui s'étendait devant lui, car celui-ci était trop vaste pour être absorbé par son seul regard. Il s'arrêta et inspira profondément. Il avait presque peur.
Soudain, il s'aperçut qu'il tenait encore la bouteille qu'il avait achetée au café. Il but. Le goût était sans surprise. C'était effectivement de la limonade glacée. Et cette fraîcheur était la bienvenue, car la nuit était chaude. Il bifurqua vers la droite au hasard, passant devant des hôtels avec des marquises tendues au-dessus des entrées violemment éclairées et bordées de bougainvillées en fleurs jusqu'au jardin sur le petit promontoire. Le bâtiment situé au milieu des arbres, avec sa façade sculptée, illuminée par les projecteurs, aurait pu être un casino ou même un opéra. Des chemins serpentaient ici et là, au milieu des lauriers roses dans lesquels étaient suspendues des lanternes, mais on n'entendait pas le moindre signe de vie, ni chant d'oiseaux, ni bruissement d'insectes, uniquement les pas de Will. Le seul bruit qu'il percevait provenait des vagues qui venaient mourir en silence à intervalles réguliers sur la plage derrière les palmiers à l'extrémité du jardin. Will marcha dans cette direction. La marée était à moitié haute ou à moitié basse. Des pédalos formaient un alignement sur le sable blanc, au-dessus de la limite du sable mouillé. Régulièrement, une minuscule vague s'étendait sur le rivage avant de se retirer presque aussitôt pour laisser place à la suivante. À une cinquantaine de mètres du bord, sur la mer calme, flottait un plongeoir. Will s'assit sur le flotteur d'un des pédalos pour ôter ses chaussures, des baskets bon marché, avachies et ouvertes, qui martyrisaient ses pieds en feu. Il déposa ses chaussettes à côté de lui et enfouit ses orteils dans le sable. Quelques secondes plus tard, il avait quitté tous ses vêtements et marchait dans la mer. L'eau était délicieusement tiède, ni trop froide, ni trop chaude. Il nagea jusqu'au plongeoir et se hissa à la force des bras sur les planches blanchies par le soleil et la mer pour contempler la ville avec du recul. Sur sa droite, le port était emprisonné par sa digue. Au-delà, à 1 ou 2 kilomètres, se dressait un phare à bandes rouges et blanches. Et derrière le phare, on distinguait, au loin, des falaises, et derrière ces falaises, les hautes collines ondulantes qu'il avait déjà vues de l'endroit où il était arrivé. Plus près de lui, les arbres ornés de lanternes dans les jardins du casino, les rues de la ville et la promenade du front de mer avec ses hôtels, ses cafés et ses commerces aux éclairages chaleureux, tous silencieux et déserts et sans danger, car personne ne pourrait le suivre jusqu'ici. L'homme qui avait fouillé la maison ignorait où il était passé. La police ne le retrouverait jamais. Il avait un monde entier à sa disposition pour se cacher. Pour la première fois depuis qu'il s'était enfui de chez lui ce matin, Will commençait à se sentir à l'abri. Il avait encore soif et faim également, car après tout, la dernière fois qu'il avait mangé, c'était dans un autre monde. Il se laissa glisser dans l'eau et retourna vers le rivage en nageant plus lentement. Il remit son slip, gardant à la main ses autres vêtements ainsi que le cabas. Il jeta la bouteille vide dans la première poubelle qu'il trouva et marcha pieds nus sur le trottoir en direction du port. Quand il fut un peu plus sec, il enfila son jean et se mit en quête d'un endroit où il pourrait trouver de quoi se nourrir. Les hôtels l'impressionnaient. Il jeta un coup d'œil à l'intérieur du premier devant lequel il passa, mais l'immensité des lieux le mettait mal à l'aise. Il continua de marcher sur le bord de mer jusqu'à un petit café qui lui sembla être l'endroit idéal. Il n'aurait su expliquer pourquoi, car ce café ressemblait à une dizaine d'autres. Avec sa terrasse au premier étage décorée de pots de fleurs, ses tables et ses chaises sur le trottoir, mais on aurait dit qu'il lui tendait les bras. Il y avait un bar avec des photos de boxeurs sur le mur et l'affiche dédicacée d'un accordéoniste arborant un large sourire. Il y avait une cuisine et juste à côté une porte qui s'ouvrait sur un escalier étroit recouvert d'une moquette à fleurs de couleurs vives. Will monta sans bruit jusqu'au palier exigu et ouvrit la première porte qui s'offrait à lui. C'était la pièce qui donnait sur la rue. Il y régnait une chaleur étouffante, et Will alla ouvrir la porte vitrée de la terrasse pour laisser entrer l'air de la nuit. La pièce était encombrée de meubles trop grands à l'aspect miteux, mais l'endroit était propre et confortable malgré tout. Ce sont des gens hospitaliers qui vivent ici, se dit-il. Il y avait une petite étagère avec des livres, un magazine sur la table, quelques photographies dans des cadres. Will ressortit pour inspecter les autres pièces. Une petite salle de bain, une chambre avec un lit à 2 places. Quelque chose l'alerta avant même qu'il n'ouvre la dernière porte.
Son cœur s'emballa. Il n'était pas sûr d'avoir entendu un bruit à l'intérieur, mais un pressentiment lui disait qu'il y avait une présence dans cette pièce. Comme c'est étrange, se dit-il. Il avait commencé cette journée caché dans une pièce obscure, avec quelqu'un d'autre de l'autre côté de la porte, et la situation était maintenant inversée. Alors que Will restait planté devant la porte à s'interroger, celle-ci s'ouvrit violemment et une créature se jeta sur lui, comme une bête sauvage. Heureusement, sa mémoire l'avait averti, et il se tenait suffisamment loin de la porte pour ne pas être renversé. Il se débattit avec fougue, à coups de genoux, de tête et de poing face à cette chose. Il s'agissait en réalité d'une fille de son âge environ, féroce, hargneuse, vêtue de haillons sales, avec des bras et des jambes frêles et nus. Découvrant au même moment à qui elle avait affaire, elle s'arracha au torse nu de Will pour se recroqueviller dans le coin du palier obscur, tel un chat aux abois. D'ailleurs, il y avait un chat à côté d'elle, au grand étonnement de Will. Un énorme chat sauvage qui lui arrivait aux genoux, le poil hérissé, montrant les dents, la queue dressée. La fillette posa la main sur le dos du chat et promena sa langue sur ses lèvres sèches, sans quitter Will des yeux. Celui-ci se releva lentement. Qui es-tu demanda-t-il. Lyra parle d'or. Tu vis ici? Non, répondit-elle avec véhémence. On est où ici? C'est quoi cette ville? J'en sais rien. Tu viens d'où? D'un autre monde. Il est rattaché à celui-ci. Où est ton démon? Will ouvrit de grands yeux. C'est alors qu'il assista à un phénomène extraordinaire. Le chat bondit dans les bras de la fille et se métamorphosa. C'était maintenant une hermine au pelage brun roux, avec une tache crème sur le cou et sur le ventre, qui lui jetait un regard aussi noir que celui de la fille. Mais un autre changement s'était produit, car Will s'aperçut que toutes les deux, la fille et l'hermine, avaient terriblement peur de lui, comme s'ils étaient face à un fantôme. J'ai pas de démon, dit-il. Je sais même pas de quoi tu. Ah, c'est ça ton démon! La fille se releva lentement. L'hermine s'enroula autour de son cou, ses yeux noirs fixés sur le visage de Will. Pourtant, tu es vivant, dit-elle d'un air incrédule. Tu n'es pas. Ils ne t'ont pas. Je m'appelle Will Parry. Je comprends rien à ton histoire de démon. Chez moi, dans le monde d'où je viens, un démon, c'est un être mauvais, maléfique. Dans ton monde? Tu veux dire qu'ici, c'est pas ton monde? Non. J'ai découvert par hasard un passage. Comme toi, j'imagine. Les deux mondes doivent se toucher. La fille sembla se détendre quelque peu, bien qu'elle continuât à l'observer intensément. Will s'obligea à rester calme et à parler doucement, comme s'il tentait d'amadouer un étrange félin. Tu as vu quelqu'un d'autre dans cette ville? Demanda-t-il. Non. Ça fait combien de temps que tu es ici? J'en sais rien, quelques jours. Je ne me souviens plus. Qu'es-tu venu faire ici d'abord? Je cherche la poussière. Tu cherches la poussière? La poussière d'or? Quel genre de poussière? La fille plissa les yeux sans rien dire. Will pivota sur ses talons pour redescendre. J'ai faim, dit-il. Il y a à manger dans la cuisine? J'en sais rien, répondit-elle, et elle lui emboîta le pas tout en gardant ses distances. Dans la cuisine, Will dénicha de quoi confectionner une fricassée de poulet avec des oignons et des poivrons, mais les ingrédients n'ayant pas été cuits, ils empestaient dans la chaleur. Il jeta tout à la poubelle. Tu n'as rien mangé? Demanda-t-il en ouvrant le réfrigérateur. Lyra s'approcha pour regarder à l'intérieur. J'avais pas vu ce truc-là, dit-elle. Oh, c'est vachement froid. Son démon s'était métamorphosé encore une fois pour devenir un gros papillon aux couleurs vives qui s'engouffra à l'intérieur du réfrigérateur et en ressortit presque aussitôt pour se poser sur l'épaule de la fille. Il battait lentement des ailes. Will sentait qu'il n'aurait pas dû le regarder aussi fixement, mais l'étrangeté de ce spectacle lui faisait tourner la tête. C'est la première fois que tu vois un frigo? Demanda-t-il. Il trouva une boîte de coca qu'il lui tendit avant de sortir une boîte d'œufs. La fille coinça le soda glacé dans ses mains avec délice. Vas-y, bois, dit Will. Elle regarda la boîte en fronçant les sourcils. Apparemment, elle ne savait pas comment l'ouvrir. Will souleva la petite languette métallique et la boisson jaillit en moussant. La fille lécha la mousse avec méfiance, mais ses yeux s'écarquillèrent.
On peut le boire demanda-t-elle d'une voix où l'espoir se mêlait à l'appréhension. Oui, visiblement, ils connaissent le coca ici aussi. Tiens, regarde. Je vais en boire pour te prouver que ce n'est pas du poison. Il ouvrit une autre boîte. L'ayant vu boire l'étrange breuvage, elle l'imita. De toute évidence, elle mourait de soif. Elle but si vite que les bulles lui remontèrent dans le nez. Elle s'étrangla, rôta bruyamment, et fronça les sourcils quand Will la regarda. Je vais préparer une omelette, dit-il. Tu en veux? Je ne sais pas ce que c'est une omelette. Regarde, tu verras. Ou alors il y a une boîte de haricots à la sauce tomate si tu préfères. Je ne sais pas ce que c'est. Il lui montra la boîte. Elle chercha la languette d'ouverture comme sur la boîte de coca. Non, non, il faut un ouvre-boîte, expliqua Will. Ça n'existe pas les ouvre-boîtes dans ton monde? Dans mon monde, ce sont les domestiques qui font la cuisine, répliqua-t-elle avec dédain. Regarde donc dans le tiroir, là. Elle fouilla parmi les ustensiles de cuisine, pendant que Will cassait 6 œufs dans un saladier pour les battre ensuite avec une fourchette. Il l'observait du coin de l'œil. C'est ce truc-là, dit-il, avec le manche rouge. Apporte-le-moi. Il perça la boîte et lui montra comment l'ouvrir. Maintenant, va chercher la casserole suspendue au mur, et vide la boîte dedans. La fille renifla les haricots et de nouveau la même expression de plaisir et de méfiance apparut dans ses yeux. Elle les versa dans la casserole et lécha son doigt, tout en observant Will qui ajoutait du sel et du poivre dans les œufs battus et prélevait une noix de beurre sur une plaquette qui se trouvait dans le réfrigérateur pour la jeter dans une poêle en fonte. Il retourna au bar pour chercher des allumettes, et quand il revint dans la cuisine, la fille était en train de tremper son doigt sale dans les œufs battus pour le lécher goulûment. Son démon redevenu chat y plongeait sa patte lui aussi, mais il la retira vivement quand Will s'approcha. C'est pas encore cuit, dit-il en reprenant le saladier. Depuis quand vous n'avez pas mangé, ma parole? C'était chez mon père à Svalbard, dit-elle. Il y a plusieurs jours déjà. Je ne sais pas combien exactement. J'ai mangé du pain et des trucs que j'ai trouvés dans les placards. Will alluma le gaz pour faire fondre le beurre dans la poêle, versa les œufs en les laissant se répandre sur toute la surface. Les yeux de la fille suivaient chacun de ses gestes avec avidité. Elle le regarda rassembler les œufs sous forme de petites crêtes molles au centre de la poêle à mesure qu'il cuisait, et pencher la poêle dans un sens et dans l'autre pour que l'œuf encore cru puisse occuper tout l'espace. Elle l'observait lui aussi. Elle regardait son visage, ses mains qui s'affairaient, ses épaules et ses pieds nus. Quand l'omelette fut cuite, Will la replia sur elle-même et la coupa en deux avec la spatule. Trouve-nous 2 assiettes, dit-il, et Lyra s'exécuta aussitôt. Elle semblait prête à recevoir des ordres du moment qu'elle en comprenait le sens, et Will en profita pour lui demander d'aller débarrasser une table dehors sur le trottoir. Il apporta ensuite l'omelette et les haricots, avec quelques couverts dénichés dans un tiroir, et ils s'installèrent sur la terrasse pour manger, un peu gênés. La fille vida son assiette en moins d'une minute, après quoi elle s'agita nerveusement sur son siège, se balançant d'avant en arrière et triturant les bandes en plastique de sa chaise tressée pendant que Will finissait son omelette. Son démon changea une fois encore d'apparence, pour devenir un chardonneret qui se mit à picorer des miettes invisibles sur la table. Will mangeait lentement. Il avait donné à Lyra presque tous ses haricots. Malgré cela, il n'avait toujours pas fini. Le port devant eux, les lumières qui bordaient le boulevard désert, les étoiles dans le ciel obscur, tout cela était suspendu dans un immense silence, comme si rien d'autre n'existait. Pendant ce temps-là, Will sentait très fortement la présence de la fille à ses côtés. Elle était petite et frêle, mais nerveuse, et savait se battre comme un tigre. Durant leur affrontement, il lui avait fait un bleu sur la joue, d'un coup de poing malencontreux, mais elle s'en moquait. Il y avait dans son expression un curieux mélange de curiosité enfantine, comme lorsqu'elle avait goûté le coca, et une sorte de profonde mélancolie teintée de méfiance. Elle avait des yeux d'un bleu très clair et des cheveux sans doute blonds foncés, quand ils étaient propres, car, pour l'heure, elle était affreusement sale et sentait mauvais, comme si elle ne s'était pas lavée depuis plusieurs jours. Laura, Lara, c'est ça? Non, Lyra. Lyra parle d'or? Oui. Il est où ton monde? Comment tu es arrivée ici? Elle haussa les épaules. J'ai marché, dit-elle. Il y avait un épais brouillard. Je savais pas où j'allais.
Mais je savais que je sortais de mon monde. Quand le brouillard s'est dissipé, je me suis retrouvé ici. Tout à l'heure, tu parlais de la poussière. Ah oui, la poussière. Je veux savoir ce que c'est au juste. Mais on dirait que ce monde est désert. Impossible d'interroger qui que ce soit. Je suis ici depuis 3 ou 4 jours et je n'ai encore vu personne. Qu'est-ce que tu veux savoir sur la poussière? C'est une poussière spéciale, attention, précisa-t-elle. C'est pas n'importe quelle poussière. Son démon se métamorphosa encore une fois. En un clin d'œil. De chardonneret, il devint rat. Un gros rat trapu, tout noir, avec des yeux rouges. Will l'observa d'un air méfiant, et la fille remarqua son regard. Tu as forcément un démon, toi aussi, déclara-t-elle d'un ton catégorique. À l'intérieur. Will ne savait pas quoi répondre. Si, si, c'est sûr, ajouta-t-elle. Tu ne serais pas humain sinon. Tu serais à moitié mort. On a vu un garçon à qui on avait arraché son démon. Tu ne lui ressembles pas. Même si tu ne sais pas que tu as un démon, tu en as forcément un. On a eu peur quand on t'a vu. On a cru que tu étais un monstre de la nuit ou quelque chose dans ce genre. On? Pantalaimon et moi? Ton démon est inséparable de toi. Il est toi. Une partie de toi-même, si tu préfères. Chacun est une partie de l'autre. Il n'y a personne comme nous dans ton monde? Tous les gens sont comme toi avec leurs démons cachés à l'intérieur? Will les observa l'un et l'autre. La fille maigrelette aux yeux délavés et son démon rat, assis maintenant dans ses bras, et à cet instant il se sentit terriblement seul. Je suis fatigué, je vais me coucher, annonça-t-il. Tu as l'intention de rester dans cette ville? J'en sais rien. Je dois me renseigner sur ce que je cherche. Il y a forcément des savants dans ce monde. Il y a forcément quelqu'un qui sait quelque chose. Peut-être pas ici, dans ce monde, mais je viens d'un endroit qui s'appelle Oxford. Il y a un tas de gens savants là-bas, si c'est ce que tu cherches. Oxford! S'exclama-t-elle. C'est de là que je viens. Ah bon? Il y a un Oxford dans ton monde à toi aussi? Ne me dis pas que tu viens du même monde que moi. Non, non, dit Lyra, catégorique. Ce sont 2 mondes différents. Mais dans le mien aussi, il y a un Oxford. On parle bien la même langue, toi et moi, non? On peut donc supposer qu'il existe d'autres ressemblances. Comment tu as fait pour passer d'un monde à l'autre? Il y a un pont ou un truc comme ça? Plutôt une sorte de fenêtre ouverte dans le vide. Fais-moi voir, demanda-t-elle. Pas maintenant. J'ai sommeil. Et en plus il fait nuit. Tu me montreras demain matin alors. D'accord, demain matin. Mais j'ai des choses à faire moi aussi. Tu devras te débrouiller toute seule pour trouver tes savants. Facile, dit-elle. Je les connais bien. Will empila les assiettes et se leva. J'ai fait la cuisine, dit-il. À toi de faire la vaisselle. Lyra ouvrit de grands yeux. Hein? La vaisselle? Dit-elle avec un rire méprisant. Il y a des milliers d'assiettes propres. Je ne suis pas une domestique, je te signale. Pas question que je fasse la vaisselle. Dans ce cas, je ne te montrerai pas le passage. Je le trouverai toute seule. Ça m'étonnerait. Il est caché. Tu ne le trouveras jamais. Écoute-moi bien. Je ne sais pas combien de temps on va rester ici. Puisqu'il faut se nourrir, on mangera ce qu'on trouve. Mais on rangera tout ensuite. Et on gardera cet endroit propre. C'est normal. Tu feras la vaisselle comme je te l'ai demandé. En attendant, je vais me coucher. Je prends la chambre d'à côté. À demain matin. Il entra dans la chambre, se brossa les dents avec son doigt et le dentifrice qui était dans le cabas, se laissa tomber sur le grand lit à 2 places et s'endormit presque aussitôt. Lyra attendit d'être certaine qu'il dormait, puis elle emporta les assiettes sales dans la cuisine et les passa sous l'eau, en frottant énergiquement avec un torchon jusqu'à ce qu'elles aient l'air propres. Elle fit de même avec les fourchettes et les couteaux, mais la technique se révéla moins efficace avec la poêle, c'est pourquoi elle utilisa un morceau de savon jaune et gratta avec acharnement jusqu'à ce que la poêle lui apparaisse aussi propre qu'elle pouvait l'être. Elle utilisa ensuite un autre torchon pour essuyer le tout et empila soigneusement la vaisselle sur l'égouttoir. Comme elle avait encore soif et qu'elle avait envie d'essayer de décapsuler une boîte de coca, elle en ouvrit une et l'emporta avec elle au premier étage. S'arrêtant devant la porte de Will, elle tendit l'oreille, et n'entendant aucun bruit, elle se faufila dans la chambre voisine, sur la pointe des pieds, et s'empara de son alétiomètre caché sous l'oreiller. Elle n'avait pas besoin de se trouver près de Will pour interroger l'instrument à son sujet, mais elle avait envie de l'observer, et elle tourna la poignée de la porte de sa chambre aussi discrètement que possible.
Les lumières du bord de mer éclairaient directement la pièce, et dans la lueur qui se reflétait au plafond, Laïra dévisagea le garçon endormi. Il avait le front plissé, la sueur faisait briller son visage. Il était déjà musclé et trapu, bien que n'étant pas encore bâti comme un adulte, évidemment car il était à peine plus âgé qu'elle. Mais un jour, se disait-elle, il deviendrait extrêmement fort. Ah, ce serait tellement plus facile si son démon était visible. Quelle apparence aurait-il? Se demanda-t-elle. Et aurait-il déjà adopté sa forme définitive? Nul doute que ce démon, quel qu'il soit, exprimerait un tempérament sauvage, attentionné et triste. À pas feutrés, elle approcha de la fenêtre. Dans la lumière d'un lampadaire, elle disposa délicatement les aiguilles de l'alétiomètre et laissa ses pensées dériver à leur guise pour former une question. La grande aiguille fine commença à tournoyer autour du cadran en exécutant une succession de pauses et de rotations presque trop rapides pour le regard. Elle avait demandé: Qui est ce garçon? Un ami ou un ennemi? L'alétiomètre répondit: C'est un meurtrier. Lyra se sentit immédiatement soulagée. Il savait où trouver à manger, il lui montrerait comment rejoindre Oxford, autant de qualités fort utiles. Ce qui ne l'aurait pas empêché d'être un foussard, un garçon à qui on ne peut pas faire confiance. Un meurtrier, en revanche, faisait un excellent compagnon. Avec lui, elle se sentait aussi protégée qu'elle l'avait été aux côtés de Yorek Birnison, l'ours en armure. Elle ferma les volets devant la fenêtre ouverte pour que les premiers rayons du soleil ne viennent pas frapper le visage de Will. Après quoi, elle ressortit sur la pointe des pieds.